J'ai décidé effectivement de vous proposer une sorte de promenade à travers l'histoire des collections du musée du Quai Branly, mais qui sont un héritage ancien qui remonte au XIXe siècle, voire avant, et de vous parler plus spécifiquement des différents modes d'enrichissement de ces collections à travers des cas précis. Alors pour vous donner des chiffres qui là sont tout à fait à jour, puisque nous venons de finir en 2014 ce qu'on appelle un récollement décennal des collections, donc c'est-à-dire qu'on a fait un inventaire absolument exhaustif de toutes ces collections qui ont été transférées vers le musée du Quai Branly. Et nous arrivons pour l'Afrique, ou la collection en tout cas dont j'ai la charge, qui est majoritairement constituée d'objets africains, avec également une petite collection d'objets en provenance de Madagascar. Donc on a effectivement l'Afrique subsaharienne et Madagascar qui constituent cette collection dont j'ai la charge. Et on compte 69 411 enregistrements exactement qui comptabilisent effectivement le nombre d'objets inscrits à l'inventaire de notre musée. Alors il est vrai qu'on a réparti le monde au musée du Quai Branly plutôt par continent. Même si, encore une fois, l'Afrique fait un petit peu exception, puisque je n'ai pas la charge de l'Afrique du Nord, par exemple, qui est rattachée au Proche-Orient. Donc on a retrouvé aussi des partitions qui existaient autrefois, notamment au Musée de l'Homme, qui est une des sources de nos collections. Au musée même, vous pouvez voir un peu plus d'1 millier d'objets sur l'ensemble de ces presque 70 000 objets. Ce qui représente un pourcentage évidemment infime de ce que nous possédons. Une grande partie donc des objets de la collection sont en réserve. Et une très grande part de cette collection provient de ce musée de l'Homme et avant lui du musée d'ethnographie du Trocadéro, donc qui a été la première institution à Paris à conserver des objets originaires du continent africain. Alors je vais commencer justement avec une pièce tout à fait historique que vous voyez à l'écran et qui remonte à une période qui est même antérieure à celle de la création du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui a ouvert en 1878 à Paris. Là, nous sommes dans une période qui est une période de connaissance progressive du cœur de l'Afrique. Si on connaît bien les côtes africaines, notamment avec les voyages portugais depuis la fin du XVe siècle, c'est vrai qu'on se détourne un peu de l'Afrique au XVIIIe siècle pour aller plutôt vers l'Océanie avec des grands voyages de découverte, et on revient vers le continent africain au XIXe siècle avec effectivement une interrogation sur le cours des fleuves, le fleuve Niger notamment et d'autres grands fleuves, et une cartographie qui est tout à fait limitée aux côtes et qui est donc progressivement complétée. Et on a donc ce personnage, Pierre Savorgnan de Brazza, qui est un aristocrate italien qui se met au service de la France pour conduire des expéditions donc d'exploration. On peut parler de la période des explorateurs dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il va conduire donc 3 grandes missions entre 1875 et 1885, et une de ces missions est particulièrement importante. Elle s'appelle la mission de l'Ouest africain et elle se déroule entre 1883 et 1885, et c'est à cette occasion que ce masque donc a été rapporté. Donc on a effectivement des collections qui s'ancrent dans des moments très précis du temps, puisque ce masque a été vu et décrit par un des membres de l'expédition de la mission de l'Ouest africain, Charles de Chavannes, donc, qui en 1884 a laissé une description de la danse de ce masque, qu'il appelle d'ailleurs le fétiche, au village de Leketi, donc dans la région de la rivière Alima. Ce masque qui est tout à fait unique, qui est entre un objet qu'on manipule et un objet à l'intérieur duquel on se cache, est effectivement porté par une personne qui place
voyez la boîte sur sa tête, éventuellement, qui insère la tête à l'intérieur. On voit qu'il est très très haut. Le costume fait plus de 3 mètres de haut. Là, il est vu complètement déployé à gauche. Et vous voyez, c'est un costume en raffia. À l'intérieur, on a tout un ensemble de petits sachets magiques, donc, qui lui donnent cette dimension, encore une fois, de fétiche qu'on va retrouver sous la plume de Charles de Chavannes. Et Charles de Chavannes explique d'ailleurs dans sa transformation de ce masque, puisqu'il y a des tiges que le danseur peut manipuler à l'intérieur. Il déboîte le masque lui-même, il le fait monter en l'air avec donc un grand manche, un long manche, et donc c'est une danse assez spectaculaire avec un aspect magique, effectivement, puisque là on a un esprit qui tout à coup passe d'une taille humaine à une taille surhumaine. Et qui donc a été également photographié. D'ailleurs, on a quelques documents du début du siècle concernant cette typologie très particulière de masque qui n'est pas figuratif, puisqu'on voit que le visage est vraiment extrêmement simplifié, avec simplement un trou au centre, par lequel d'ailleurs le porteur peut voir. Et on a également une construction assez particulière qui est essentiellement végétale, avec des arceaux qui composent également la coiffure du masque, qui est enrichie avec des textiles, vous voyez, importés. On a des textiles imprimés qui témoignent du commerce là, dans cette région de l'actuel Congo, puisqu'il s'agit d'un masque téké. De produits qui venaient par la côte et par le commerce côtier jusque vers l'intérieur. Et évidemment, ce masque nous évoque également le début de l'influence française dans cette région, avec le traité qui est signé avec le roi des Tékés, le Makoko Ilou Ier, donc qui va être le point de départ d'un protectorat et d'une zone d'influence française, donc dans ce qui deviendra le Congo-Brazzaville, le Congo français. Donc là, on a effectivement une première référence qui est très historique. J'en ai mis quelques autres. Donc des objets qui sont arrivés avant même que le musée d'ethnographie du Trocadéro soit ouvert et qui ont d'ailleurs provoqué une réflexion et une campagne politique donc, à l'époque, pour que Paris se dote également d'un musée d'ethnographie pour accueillir ses collections extra-européennes, et notamment qui venaient donc d'Afrique. Sarvagnan de Brazza, à l'occasion de ses 3 missions, a collecté énormément d'objets. Le premier objet d'ailleurs inscrit à l'inventaire du musée du Quai Branly est une cuillère tout à fait anodine, mais une cuillère du Gabon. Donc on a aussi bien des objets fonctionnels, des objets utilitaires, que parfois des objets rituels ou des objets qui sont liés à des cultes majeurs dans cette région-là, notamment le culte aux ancêtres qu'on va trouver dans tout le Gabon. Alors là, on a un objet qui est qui est inscrit à l'inventaire en 1886, mais qui a été également collecté à l'occasion de ces missions d'exploration données par un autre membre de la mission, un ami de Brazza, Attilio Pessilé, qui donc a rapporté ces images qui vont avoir une très grande faveur, mais beaucoup plus tard auprès des collectionneurs, qu'on appelle effectivement les gardiens de reliquaires, en région Kota, donc dans l'est du Gabon, qui sont ces sculptures de bois recouvertes de lamelles de cuivre et de laiton, et que Brazza a pu observer dans un village. Il a d'ailleurs rapporté à l'occasion d'un de ses voyages une illustration tout à fait célèbre où on voit un petit édicule au centre du village qui rassemble ces images donc, de gardiens de reliquaires avec leurs paniers reliquaires, avec les ossements des ancêtres qui étaient associés. Donc, ces explorateurs ne sont pas formés pour observer ces cultures africaines et étrangères, mais ils ont de la curiosité, du respect. En l'occurrence, c'est vraiment le cas de Brazza, qui est un explorateur tout à fait particulier, puisqu'il a voulu traverser l'Afrique centrale et remonter le Ogooué sans tirer, disait-il, un seul coup de feu, donc sans véritablement faire usage des armes, et uniquement par la diplomatie, donc, et par d'autres moyens plus amusants, hein, puisqu'il avait emporté toute une caisse de matériel d'artificier, donc il organisait des feux d'artifice qui impressionnaient beaucoup les chefs qui
qu'il recevait donc, beaucoup de psychologie de sa part, et il a pu rapporter des objets qui a priori effectivement étaient très importants dans ces cultures, mais par échange et pas du tout ni par la violence ni par la conquête. On n'est pas dans cette histoire de notre relation avec l'Afrique. Alors, il est évident que les paniers qui contenaient les ossements ont été en général gardés par les familles, mais il se trouve qu'on en a un qui a été ramené, qui est complet dans nos collections, qui est présenté donc dans nos salles permanentes, et qui est évidemment un témoignage tout à fait unique aussi de la relation de confiance qui a pu s'établir entre ces explorateurs, certains d'entre eux, et les populations locales. Alors, on a également on va dire quand même une prédominance d'objets de la vie quotidienne. Beaucoup d'armes entrent dans les collections à partir de 1878, donc quand le musée d'ethnographie ouvre. Là, on a une statue dite magique, ces ensembles statuaires qu'on appelle des minkisi, donc identifiés d'ailleurs sous cette appellation de nkisi très très tôt, ou d'objets magiques à partir de la fin du XIXe siècle. Celui-ci est entré en 1892 dans les collections du musée, et c'est un don d'un médecin de marine, Théodore Térémin, donc, qui était en poste à Loango, donc cette enclave qui est au niveau de l'embouchure du fleuve Congo, et qui était donc un médecin de marine militaire, qui a collecté par intérêt personnel dans des objets qui se rattachaient à la médecine locale, donc qui étaient manipulés par des devins guérisseurs, des Nganga, et utilisés éventuellement dans des rituels thérapeutiques. Théodore Térémin est décédé prématurément, il est mort en 1891 en poste, mais il avait fait le vœu que les objets qu'il avait récoltés, il y en a une toute petite série, il y en a 7, mais qui sont très surprenants, à l'occasion de ces échanges justement avec donc des médecins de médecine traditionnelle à Loango, soient donnés, donc légués au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et là, donc, on a ces pièces qui sont encore une fois très historiques, très complètes, parce qu'elles n'ont pas du tout été modifiées dans leur complexité. On a effectivement ce petit singe qui a gardé donc, sa charge qui est fermée par un miroir, sa touffe de plumes qui le rattache éventuellement au nkisi de l'air. Esprit du ciel, donc, et son maquillage avec la couleur rouge, qui est une couleur qui indique un moment de passage entre la réalité et le monde de l'au-delà, éventuellement, qui peut aussi traduire des périodes de convalescence ou de mise en quarantaine. Donc là, on a également toute une information qui avait été collectée par Térémin, donc, qui indiquait qu'effectivement cet objet protégeait contre les sorciers. Il a 2 charges, en fait, une qui est visible devant sur l'abdomen et une derrière entre les omoplates. Et c'est en fait une image animale, mais qui a un aspect très, très humain, hein, notamment au niveau du visage, qui est représenté debout, qui a une sorte d'entrave au niveau des pieds. Donc il y a tout un ensemble de références aussi qui se superposent par-dessus cette image qui effectivement montre un singe en train de grignoter un fruit. Alors la décennie des années 1890 voit les relations entre la France et l'Afrique s'accélérer, notamment évidemment au-delà de la date fatidique de 1885, qui est celle de la fameuse conférence de Berlin, où l'Europe se partage l'Afrique sans qu'aucun d'ailleurs représentant du continent africain ne soit présent pour faire entendre la voix des organisations politiques de l'Afrique de cette époque. Donc on a, après une accélération
de l'inscription et de la délimitation de ces zones d'influence, des frontières, les tracés donc, de ce qui va devenir les empires coloniaux, avec effectivement la France qui se taille un empire à la fois en Afrique centrale suite aux missions de Brazza et en Afrique de l'Ouest suite là aussi à d'autres campagnes militaires, une présence aussi, un pied au Sénégal depuis les années 1830 qui lui a permis donc d'étendre cette influence en Afrique de l'Ouest. Et on a là une période qui est très, très, très dure dans la dernière décennie du 19e siècle, à partir de 1890 jusqu'à 1900, qui est cette période effectivement de résistance des peuples africains et donc de combats, de guerres, de conquêtes, avec donc la présence de militaires donc, et d'armées qui sont envoyés sur le sol africain pour effectivement sécuriser cet empire qui se met en place. Alors là, on a ce qu'on appelle c'est un cas assez rare, mais je le souligne, des prises de guerre, des objets qui sont rapportés comme trophées à l'issue de batailles célèbres, de conflits, notamment ici, bien sûr, il s'agit de la campagne, ce qu'on appelait la campagne du Dahomey, hein, le roi d'Abomey, Béhanzin, a résisté à la pénétration française et a combattu avec notamment son armée d'Amazone, donc les armées françaises. Et là, avec la chute donc d'Abomey, le roi a pris le maquis et puis a été déporté. Tout un ensemble d'objets vraiment représentatifs de cette royauté à Abomey, des statues royales notamment, ont été rapportés à Paris par le général Amédée Dodds, donc, qui a conduit ce corps expéditionnaire. Et on a notamment cette grande statue, on la montre peu souvent, on a plutôt tendance à illustrer ce moment-là avec les grandes statues de Béhanzin et Glélé. Mais là, vous voyez le Boscio royal donc, du roi Guézo, qui est une statue monumentale qui fait 2,14 m de haut, donc on n'est pas du tout dans une statuaire de petite taille, mais plus grande que grandeur nature, qui nous montre le roi sous une forme humaine, alors qu'en général, les statues de règne montrent les devises royales qui associent souvent le roi à un animal, mais là on a une évocation quand même d'un des animaux auxquels s'était comparé Guézo, avec ses lames de fer qui évoquent un plumage d'oiseau, hein, le plumage de l'oiseau cardinal qui était un des noms de règne de Guézo. Guézo a régné entre 1818 et 1858, donc c'est le père de Glélé, lui-même père de Béhanzin, qui en 1892 donc, est sur le trône. Et contrairement aux autres statues royales qui sont attribuées à un auteur, Sosa Dédé, un grand sculpteur, cette image donc est encore indéterminée du point de vue du sculpteur qui l'a produit. En tout cas, elle aurait été produite du vivant de Guézo, bien entendu, donc dans la première moitié du XIXe siècle. Elle s'inscrit dans une histoire, encore une fois, d'artistes souvent qui n'étaient pas d'origine fon, mais qui étaient éventuellement des grands artistes qu'on allait chercher loin et qui étaient amenés au royaume donc pour travailler pour le compte du roi. Alors elle a cette attitude très belliqueuse avec un bras levé, vous voyez le pied également en contrapposto, c'est assez inhabituel dans la stature africaine, la monumentalité encore, et elle a gardé eh bien, à la fois ces éléments d'ornementation qui évoquent cet aspect animal de Guézo, son pagne avec la ceinture en fer, on retrouve d'ailleurs au niveau des hanches ses plumes, et puis curieusement effectivement aussi un vêtement. Donc celle-ci, comme le trône d'ailleurs de Guézo, a été rapportée, comme je le disais, en 1892.
Alors à partir de 1900, effectivement, la plupart de ces territoires donc, sont regroupés. On a l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, donc qui forment des grands ensembles qui rassemblent donc des zones où la France a établi sa suprématie. Et on va avoir, comme au moment de la création du musée d'ethnographie du Trocadéro, donc en 1878, une grande exposition universelle à Paris. C'est un phénomène donc, qui est présent aussi dans d'autres grandes capitales, y compris à Bruxelles, dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1900, il y a une grande exposition universelle de nouveau à Paris, à l'occasion de laquelle on a des pavillons qui représentent les colonies françaises, certaines colonies françaises, notamment la Côte d'Ivoire. Et on a ce masque qui est assez important, emblématique, puisque on a vu que avant 1900, finalement, il y a très très peu d'objets rituels ou cultuels qui sont entrés dans les collections, sauf quelques exceptions. On a parlé tout à l'heure de Théodore Térémin, on a également Joseph Chollet, les missions de Joseph Chollet ou encore Savorgnan de Brazza, donc certaines missions qui sont passées dans des zones où certains objets ont pu être collectés, mais finalement c'est surtout à partir de 1900 qu'on va voir se diversifier les typologies à l'intérieur donc de ces grandes collectes. Et là on a par exemple ce masque qui est très célèbre, puisqu'il est fort possible que Picasso, qui était à Paris en 1900, il venait d'arriver, on sait qu'il est allé à l'exposition universelle et qu'il a probablement vu cet objet dans le pavillon de la Côte d'Ivoire, et il a fallu quand même quelques années avant qu'il avance vers lui-même, vers cette rencontre avec l'art africain en visitant le musée d'ethnographie du Trocadéro en 1906 ou 7, avec donc la production en 1907 de ce tableau majeur, les Demoiselles d'Avignon. Mais effectivement, il y a cet objet qui est présenté et qui va rester dans les collections du musée à partir donc, de cet événement de l'exposition universelle, et qui est identifié comme venant du sud de la Côte d'Ivoire, de la région de la Sassandra, qui est attribué d'ailleurs aux Krou d'une manière assez vague. À l'époque, effectivement, les Krou sont une population côtière qui aide les marins à coster. Donc ils font beaucoup de commerce intermédiaire avec d'autres populations de l'intérieur. Donc on a des attributions qui ne sont pas précises. En fait, probablement, ce masque provient de régions forestières de l'intérieur, sans doute Neyo ou Bakwe, population de langue Krou, mais qui n'ont rien à voir avec cette population donc dite Krou, qui est positionnée sur le littoral. Mais c'est vrai que tout au long du XXe siècle, on a pris l'habitude de désigner ces masques très cubistes sous l'appellation Krou. Alors ce qui les caractérise, c'est effectivement leur construction plastique, qui est tout à fait originale, avec les volumes du front, du nez, des yeux, de la bouche qui sont projetés. On va retrouver chez d'autres populations, comme par exemple les Oué de l'Ouest ivoirien, ce traitement de l'œil en volume tubulaire. Mais effectivement, ça c'est un masque emblématique à différents points de vue, et qui montre là effectivement la présence et le développement dans les collections de ces typologies, statuaires et masques, qui vont ensuite vraiment devenir les grands archétypes de l'art africain. On a vraiment tendance à mettre l'accent sur le masque comme vraiment l'objet identitaire des arts africains, alors qu'en fait dans la collection du musée du Quai Branly, dont je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, à peu près 69 500 objets, nous n'avons guère que 2000 masques en tout et pour tout sur toute l'histoire du musée. Donc on peut dire finalement numériquement que c'est plutôt une typologie minoritaire. Voilà un autre masque qui est entré dans les collections en 1900. Encore une fois, c'est ce tournant du siècle
où finalement le musée qui existe déjà depuis plusieurs décennies, ce musée d'ethnographie du Trocadéro, est complètement en perte de vitesse. Il dépend du Muséum d'histoire naturelle à Paris, mais il est très peu soutenu financièrement. Le conservateur a de grandes difficultés à enregistrer ses collections, à les étudier, à les déployer. Beaucoup de ces collections restent en caisse. C'est le moment où on a toute une administration coloniale qui s'est mise en place petit à petit, et on va avoir des administrateurs coloniaux qui ont souvent plusieurs casquettes, qui sont administrateurs et puis à leurs heures perdues, qui s'intéressent aussi évidemment au peuple qu'ils administrent, donc qui font des études linguistiques, des études ethnographiques, qui collectent des objets. C'est le cas en l'occurrence de Maurice de La Fosse, qui est un grand africaniste du début du siècle, qui va être un des grands formateurs aussi de toute cette toute cette administration coloniale qui va se formaliser avec un institut, et ensuite on va en parler aussi, la création d'un musée des colonies à Paris. Mais là on est vraiment au tout début du siècle. Maurice de La Fosse donc a collecté de très très beaux objets en pays baoulés dans le cercle de Bouaké dont il avait la charge, avec notamment ce masque de goût donc baoulé de centre de la Côte d'Ivoire. Alors également un autre membre de ces administrations, Louis Desplagnes, un lieutenant qui était posté au Mali actuel et qui a été un des premiers à s'intéresser à cette région un peu difficile d'accès qui était la falaise de Bandiagara, qui en même temps a servi de refuge aux Dogons, qui avaient déjà résisté à des invasions, à des religions imposées, l'islam, et qui a fortement résisté à la colonisation française également. C'était vraiment une zone de résistance très, très, très ardue à gérer. Donc Louis Desplagnes a eu plusieurs fois des tournées à faire pour effectivement vérifier cette situation. Et il s'est intéressé à tout ce qu'il voyait au cours de ses missions. Il avait un goût pour l'archéologie et un goût visiblement aussi pour les objets. Il a fait des collectes vraiment importantes de l'archéologie de surface, mais aussi les premiers objets Dogon qui vont donc arriver au musée d'ethnographie du Trocadéro en 1906 et 1907. Il a fait ses missions avant, notamment 1904-1905. Il a rapporté donc ces objets qu'il a donnés encore une fois au musée. C'est une attitude assez classique, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a à la fois des missions qui sont organisées par des entités diverses, des missions scientifiques avec études de la flore, de la faune, etc., notamment pour le Muséum d'histoire naturelle, la grande mission du bourg de Beaux-Astres par exemple, au tournant des années 1900. Mais on a aussi une démarche qui est en général très très active de la part de ces administrateurs en poste, quel que soit leur niveau, qui vont donc alimenter les collections du musée. Alors il a rapporté notamment les premières statues Télème ou Dogon, en tout cas pré-Dogon, ces statues recouvertes d'une patine croûteuse, qui sont là effectivement en 1906 au musée d'ethnographie du Trocadéro. Depuis, on peut dater dans une fourchette de datation qui est théoriquement antérieure à l'arrivée des Dogons, donc avant le XIVe siècle. On a coutume de les placer plutôt au XIe, XIIe siècle. Celle-ci a été publiée d'ailleurs dans l'ouvrage de référence d'Hélène Leloup. Et Louis Desplagnes a lui aussi publié un ouvrage très important, le plateau central nigérien, donc il parle du Niger, là du fleuve bien entendu, en 1907, où il a publié, décrit, photographié ces objets de cette fameuse grande mission. Et il se trouve que ce livre, le plateau central nigérien, sera le livre de voyage que va emporter Marcel Griaule en 1931 lorsqu'il va lancer cette grande mission d'études qui traverse le continent africain de Dakar
jusqu'à Djibouti, et c'est ce qui va d'ailleurs motiver son passage en pays d'Ogon. L'arrêt donc dans cette falaise, c'est effectivement ce livre de Louis Desplagne, donc c'est assez amusant à souligner. Ah, j'ai sauté une photo, je suis allée trop vite. Alors, les années 20 sont en France les années de la construction d'un discours ethnographique, avec Marcel Mauss notamment, avec un enseignement qui se met en place. On a eu, comme je vous l'ai dit, beaucoup de collecteurs, mais qui étaient plutôt formés en histoire ou en sociologie, comme François de Zeltner, qui a fait une grande mission au Soudan dans les années 1910. Et en 1930, donc, on a vraiment cette idée qu'il faut aller sur le terrain, il faut aller donc observer les populations et enregistrer ce qu'elles ont à raconter à propos de leur propre culture matérielle. Et donc on a plusieurs missions, notamment par exemple le professeur Henri Labouret, qui est en même temps un administrateur lui aussi colonial, qui a été en poste au Burkina Faso, mais qui est devenu un spécialiste, qui s'est intéressé à certaines cultures, notamment les lobbies du Burkina. Il a été un des premiers auteurs sur le sujet. Donc en 1930, il fait une grande mission de collecte. Ça consiste à voyager effectivement dans les zones sous influence française et à rapporter encore une fois des objets avec une documentation d'usage, notamment ce chihuahua, donc Bamana, avec l'image de l'antilope en partie supérieure placée sur le pangolin ou l'oryctérope en l'occurrence ici, avec ses pattes fléchies sur une petite calotte en vannerie, donc qui est le mode de construction de ce masque cimier, donc qui appartient à l'une des sociétés initiatiques Bamana. Alors on a également tout le développement de relations avec le milieu des collectionneurs et des marchands entre les années 20 et les années 30 pour résumer, le musée de l'homme se dote d'une société des amis qui devient très très active dans les années 30, notamment avec la présidence de Charles et Anna de Noailles, qui sont des intellectuels qui ont tout un réseau autour d'eux, qui sont très ouverts, qui s'intéressent effectivement aussi à l'art africain. Et c'est grâce à l'action donc de cette société des amis que certaines acquisitions peuvent être faites. Par exemple, cette effigie d'ancêtre Bembe, donc du Congo, un Mouziri, qui a appartenu à la collection d'un collectionneur de la première heure, le docteur Stéphane Chauvet, qui a collectionné aussi bien d'ailleurs l'art africain que l'art océanien, et qui a vendu une partie de sa collection dans les années 30, au moment de la dépression. Et donc c'est là une pièce qui a un pédigré déjà prestigieux dans les années 30, elle est rentrée en 1930 exactement, et c'est grâce encore une fois à ce mécénat de la Société des Amis du musée d'ethnographie du Trocadéro. Dans les années 30 également, et aussi avec le soutien de cette Société des Amis, Marcel Griault donc, met sur pied un grand projet de mission très long, donc une mission qui a duré presque 2 ans, grande mission d'études et de collecte, une mission ethnographique et linguistique à plusieurs membres, avec des spécialités, un ethnomusicologue, une linguiste, etc., qui donc vont s'embarquer à Dakar et traverser l'Afrique jusque sur la côte orientale à Djibouti, avec des moments de collecte plus importants qui avaient déjà d'ailleurs été déterminés à l'avance, notamment le Mali et le pays d'Ogon, et l'Éthiopie qui était aussi un des premiers terrains de Marcel Griault, avec la volonté de rapporter la peinture religieuse de la région de Gondar. Alors cette épopée, elle a été racontée par un homme de lettres, Michel Léris. Vous avez peut-être le souvenir de ce livre fabuleux qui est l'Afrique fantôme,
où il raconte effectivement tous les dessous de ces collectes qui passent évidemment avec des contraintes fortes par les routes existantes et qui cherchent à rapporter donc des ensembles représentatifs, des ensembles d'objets représentatifs et qui parfois se heurtent à une hostilité très 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 forte de la part donc des gardiens de ces objets, notamment en pays Bamana et en pays Dogon. On a encore des cultes qui sont vivants dans les années 30. Le culte du Kono avec cet objet qu'on appelle un boli qui a une forme effectivement vaguement animale, un quadrupède à bosse, qui est un objet absolument sacré et secret qui est conservé au sein du sanctuaire du Kono et qui n'est pas accessible visuellement et qui n'est pas un objet facile évidemment à échanger ou à collecter. Ayant essuyé un refus, bon, l'équipe de Griaule va aller en fait dérober cet objet la nuit dans ce sanctuaire. Donc évidemment, ce sont des épisodes qui ont beaucoup marqué, dont on parle régulièrement, cette situation donc, où on passe outre l'avis du responsable de ce culte, mais il faut évidemment replacer ça à la fois dans le contexte colonial, puisque il représente l'autorité et en même temps ces objets donc, vont être conservés, protégés et sont encore là aujourd'hui. Alors c'est des objets sur lesquels nous nous sommes penchés récemment, tous ces objets magiques, avec notamment le recours au scan 3D pour comprendre leur construction, comprendre un peu mieux leur construction, même si on peut en avoir une idée. On a effectivement des axes qui sont faits avec du bois à l'intérieur, traversant. Ici, on a une sorte de tube par lequel pouvaient être versées des offrandes. Et dans l'autre sens, on a des cornes d'antilope qui sont placées verticalement et qui forment effectivement la bosse de cet objet qui, par ailleurs, est vraiment un amalgame très plastique à base de terre, de cire d'abeille qui est mélangé avec beaucoup d'ingrédients, de la paille, on voit broyée, etc. et qui va former aussi avec toutes les offrandes qui sont faites directement sur l'objet, aussi bien liquide que solide. Cette sorte de gang donc, qui leur donne leur aspect à la fois mystérieux et très séduisant. En tout cas, avec le temps, aux yeux des collectionneurs, ces objets sont devenus de plus en plus importants et également appréciés, alors qu'évidemment, dans les années 30, un objet comme celui-là n'était pas particulièrement considéré comme beau aux yeux de ceux qui l'avaient rapporté. Alors on a par ailleurs aussi dans les années 30 un dépôt de la Bibliothèque nationale du cabinet des médailles qui fait entrer des pièces qui sont beaucoup plus anciennes, qui sont arrivées bien avant dans les collections françaises. Il s'agit des collections royales, donc d'objets de curiosité. Alors on a des objets très précieux en ivoire, comme cette trompe, qui est sapie portugaise, donc qui vient des côtes de la Sierra Leone et qui est datée de la fin du XVe siècle, au premier quart du XVIe siècle. Celui-ci est tout à fait important par rapport à cette toute petite typologie des ivoires afro-portugais qui a été bien étudiée d'ailleurs par Edio Bassani, parce qu'il est complet. On voit qu'il a donc toutes ces scènes, tous ces anneaux. Un certain nombre d'entre eux parfois ont pu perdre une partie dans le cours de l'histoire. Celui-ci donc a son embouchure avec un animal, ce qui est tout à fait caractéristique, une embouchure qui est apicale, donc à l'extrémité, qui nous montre tout de suite que c'est un objet qui a été fabriqué pour la vente aux Européens. Et on a les scènes donc, de chasse
avec beaucoup d'animaux qui sont représentés, et des personnages aussi, sur les différents registres qui sont marqués par des bagues en relief et des petits perlages. Enfin, c'est le style vraiment de l'orfèvrerie de cette époque qui a été transposé dans la sculpture en ivoire. Alors il y a une scène qui est très intéressante sur cet olifant, puisqu'on voit un éléphant avec son cornac, ce qui est, évidemment ne correspond pas à une scène de domestication d'éléphants en Afrique, hein, mais par contre indienne, et qui fait référence à une image très très célèbre qui est celle de l'éléphant qui avait été envoyé en cadeau par le roi du Portugal, Manuel Ier, au pape Léon X. Cet éléphant qui est venu effectivement jusqu'à Rome et qui est mort, le pauvre, mais qui a été peint par les grands peintres de l'époque, notamment Raphaël. Et cette imagerie donc, est revenue en retour vers le Portugal, elle est repartie vers l'Afrique, et on trouve la scène exacte, effectivement, c'est le seul olifant d'ailleurs où on retrouve cette scène exacte de l'éléphant du pape Léon X, donc avec son cornac. On a par ailleurs beaucoup d'animaux fabuleux qui sont représentés, des centaures, des dragons, toute une imagerie, encore une fois, qui n'est pas africaine, qui a été amenée par le biais de gravures, sans doute, et qui a été donc appliquée comme un décor qui avait la faveur donc, des Occidentaux, ces objets repartant ensuite vers toute l'Europe et les cours de l'Europe. Donc, là, on a plusieurs olifants qui viennent du cabinet des médailles et qui témoignent de cette circulation d'objets très précieux au XVIe siècle. Dans les années 40, il y avait un autre personnage qu'il était absolument incontournable de mentionner, et qui est Paul Guillaume, même si, hélas, il décède dans les années 40, enfin, au plutôt début des années 30, 1934, et sa veuve donc, va léguer sur son désir, tout un ensemble de bieri Fang, de statues de gardiens de reliquaires Fang, kota et d'objets Fang également, masques et autres objets, puisque Paul Guillaume avait été un des tout premiers marchands à Paris, qui a fait connaître aux amateurs l'art africain, formé lui-même par Guillaume Apollinaire et d'autres amateurs de l'entre-deux-guerres. Il est devenu un des grands marchands, un des grands collectionneurs aussi, puisque sa collection d'impressionnistes est aujourd'hui au musée du jeu de paume. Et ça, c'est une tête Fang, qui est également à l'origine fixée sur un coffre. Elle est de style Betsy, et donc c'est un don de la veuve de Paul Guillaume en 1940. On a là une très belle série d'objets de référence qu'il avait voulu donc faire figurer dans ce musée parisien, musée d'ethnographie du Trocadéro, qui en fait en 1937 change complètement. Le bâtiment disparaît, les collections sont réinstallées, on a une équipe nouvelle. C'est effectivement un des résultats de la mission Dakar-Djibouti, d'avoir accéléré la mutation du vieux musée d'ethnographie du Trocadéro, donc qui va devenir le musée de l'homme en 1937, au moment d'ailleurs où il y a également une grande exposition universelle à Paris. Donc avec un nouveau bâtiment et évidemment des grandes figures de la muséologie de l'époque, Paul Rivet bien sûr, et Georges-Henri Rivière, qui sont donc les artisans de cette renaissance du musée d'ethnographie du Trocadéro. Alors on a un autre axe qui se développe dans les années 40, toujours à l'instigation de Marcel Griaule. J'en ai parlé très brièvement à propos de la mission Dakar-Djibouti, mais il a organisé plusieurs missions par la suite, au-delà de 1933. Et dans les années 40, il s'intéresse, il remarque en tout cas, dans la région du lac Tchad, au sud, entre le Cameroun et le Tchad,
ces vestiges de terre cuite Sao. Il est le premier à écrire un livre d'ailleurs sur les Sao, ces Sao un peu mythiques, cette population donc, qui a disparu au Tchad, mais qui a laissé des témoignages archéologiques. Alors on a toute une, toute une politique de fouilles qui se met en place à partir des années 49 et au-delà, avec un élève de Marcel Griault, Jean-Paul Leboeuf. C'est un peu difficile avec l'anniversaire à côté. Donc Jean-Paul Leboeuf qui a rapporté des collections très très importantes de terre cuite Sao et d'objets Sao. Alors il se trouve que nous avons fait dans le parcours permanent au musée du Quai Branly une vitrine spécifique d'introduction d'ailleurs au parcours africain avec beaucoup d'archéologie et notamment une petite série de terre cuite Sao que récemment nous avons fait dater par thermoluminescence. On en était resté sur des datations carbone 14 sur les sites Sao par Jean-Paul Leboeuf d'ailleurs dans les années 50 et jusque dans les années 70. Et en fait les datations par thermoluminescence nous ont apporté une vision complètement différente de ce qu'avait pu écrire Jean-Paul Leboeuf, puisque là pour cette pièce-là par exemple on a une statue qui est complète. En général, effectivement, elle se présente plutôt sous forme d'un buste, avec les bras tendus. Il est très très stylisé au niveau du visage et des attitudes. Celle-ci est datée entre 730 et 960 après Jésus-Christ. Donc là, on inscrit vraiment résolument dans le premier millénaire après Jésus-Christ ces représentations humaines. Certaines d'entre elles ont été datées. Encore une fois, les résultats sont arrivés il y a un mois à peu près du tournant de l'ère chrétienne. Donc on a vraiment là reculé dans le temps ces datations des productions Sao figuratives, qu'elles soient animales ou humaines. On se rend compte qu'effectivement on est beaucoup plus tôt que ce qui avait été admis jusqu'à maintenant. On avait tendance à aligner la culture Sao avec les autres cultures d'Afrique de l'Ouest qui ont produit des terres cuites, comme par exemple la région de Djenné. On les associait effectivement beaucoup plus aussi à l'histoire du royaume de Kanem et Bornou. Donc on les plaçait plus entre le Xe et le XVIe siècle. Là on est beaucoup plus tôt. Et encore une fois, c'est très intéressant, bien sûr, aussi, encore aujourd'hui, de pouvoir faire avancer justement la connaissance à partir d'un fonds qui est un fonds de référence en France et même en Europe, qui est à collecter donc des centaines, voire des milliers de témoignages donc, de cette culture Sao. Alors par ailleurs, on a aussi les particuliers, les amateurs, les collectionneurs, j'en ai parlé un peu à travers la Société des Amis. On a les marchands, les grands marchands de l'époque, j'en ai parlé tout à l'heure avec Paul Guillaume, bien sûr Charles Raton aussi, qui est éventuellement donateur dans les années 1930-1940. Un peu plus tard, on a Helena Rubinstein, donc qui va donner au moment d'ailleurs où elle se défait de sa collection en 1966, elle donne au Musée de l'Homme donc cette grande statue Mossi qui est maintenant dans nos collections permanentes, donc statue du Burkina Faso. Elle avait été elle-même initiée à l'art africain très très tôt par le sculpteur Jacob Epstein à partir effectivement des années 1910-1920. Elle avait un goût très très prononcé pour la statuaire avec des formes très géométriques, les couleurs sombres, les images effectivement féminines, la beauté féminine ayant créé un empire de la beauté elle-même, parce qu'elle vivait entre l'Australie, Londres, Paris et New York. Paris où elle avait un appartement qui était rempli d'objets africains avec également beaucoup d'art moderne. Elle a dispersé sa collection en 1966 à New York, mais au moment donc, où elle se défait de sa collection, elle va offrir au Musée de l'Homme cette grande image, un très beau masque Mossi également. Et pour rappel, c'est à l'occasion donc, de cette vente de la collection Rubinstein à New York en 1966 que sa fameuse reine Bangwa va battre à l'époque un record de vente dans le domaine des arts primitifs. Donc là, on est vraiment
dans une esthétique de la modernité, dans ces environnements de collectionneurs qui aiment d'ailleurs mélanger l'art moderne et les arts primitifs, donc qui correspondent à son goût et également à la carrière donc, de cette femme extraordinaire qu'est la fameuse princesse Gourieli. Alors maintenant je repars un peu sur une autre piste dans les années 30 qui est celle de la création d'un nouveau musée à Paris qui est issu d'une manifestation très importante, l'exposition coloniale en 1931. Donc on a effectivement ce musée d'ethnographie qui se rénove et puis d'un autre côté l'émergence, la création d'un nouveau musée qui va s'appeler le musée de la France d'Outre-mer, qui est un musée des colonies, donc à partir de 1935, au-delà de l'exposition coloniale, donc qui a été un énorme succès et qui célèbre bien sûr l'empire colonial français. Donc on a à partir de 1931, entre 1931 et 1935, une collection aussi qui se crée avec des objets importants, comme par exemple ce fameux fétiche à clous attribué au maître du Kiloango, donc de la région donc de l'embouchure du Congo, un grand Condé qui a gardé une partie de ses charges et de ses clous, qui a probablement, je suis en train de fouiller un peu son histoire, été rapporté par un missionnaire. Donc c'est une collecte très ancienne, probablement des années 1890, tournant des années 1900, et qui provient de ce qu'on appelle donc cet ancien fonds, ce fonds du musée colonial. Il a été reproduit dans un livre qui est souvent cité dans les années 50, Les Arts sauvages d'Afrique, par Portier et Poncetton, donc qui est publié en 1956. Il est devenu une des icônes de l'art africain des collections françaises. En 1935, il faisait l'affiche du musée de la France d'Outre-mer. Et curieusement, certains de ces objets, encore une fois, ont pu parfois perdre leur identité. Les hasards comment dire, de registres d'inventaire plus ou moins bien tenus, des documentations qui s'égarent, des réécritures, des renumérotations. On a malheureusement ce phénomène tout au long du XXe siècle dans les deux institutions qui font que parfois on a beaucoup de mal à retrouver l'origine d'un objet. Alors voilà un grand tapin qui est tout à fait exceptionnel, une sorte de grand manteau qui fait un carré de presque 2 mètres de côté, vous voyez, donc un très grand tapin très spectaculaire avec ce décor graphique délicat, donc qui est peint à main levée avec du jus de forbe par les populations donc de l'intérieur de l'Afrique, d'Afrique centrale, qui est identifié comme étant Mangbetu, donc du Congo, et qui a été rapporté par une grande expédition qu'on a appelée la Croisière Noire, donc qui a été lancée par Citroën avec ses auto-chenilles qui ont traversé donc le continent africain, non pas d'est en ouest comme la mission Dakar-Djibouti, mais du nord au sud, de Colomb-Béchar en Algérie jusqu'à la ville du Cap en Afrique du Sud. Donc c'était une de ces grandes épopées qui a marqué le XXe siècle. Citroën a lancé par ailleurs d'autres croisières, la croisière jaune vers l'Asie, qui ont été en même temps des moments de collecte importants pour ces entreprises qui ont des motivations très variées. Donc là, la croisière noire s'est déroulée en 1924-1925, mais elle a fait effectivement déposer plus tard par Georges Mariart, donc le conducteur de cette mission, au musée de la France d'Outre-mer, tout un ensemble d'objets qui avaient été rapportés à l'occasion de cette mission et qui sont toujours dans les collections du musée du Quai Branly. Alors on a là ici, toujours dans l'histoire de l'ancien fonds, donc musée des colonies, un objet également majeur de nos collections, cette fameuse maternité d'An qui est attribuée à un sculpteur, un Sra Zlan, qui est d'origine Oué, du Libéria, et qui a appartenu à la collection d'un grand amateur, le gouverneur Raphaël Antonetti, qui était donc gouverneur en Afrique de l'Ouest,
et qui par ailleurs a collectionné aussi des objets en achetant sur le marché de l'art parisien. Donc on a une photo qui le représente en 1933, accoudé sur sa cheminée avec cette image donc, de la statue posée sur sa cheminée juste derrière lui. Donc cet objet qui a été collecté probablement d'ailleurs dans le village de Touba en 1914 par Maurice Proutot, avait été inventoriée au musée des colonies, mais elle avait perdu complètement sa référence et sa connexion avec le gouverneur Antonetti. Donc vous voyez qu'on a encore parfois comme ça des capacités à retrouver l'histoire d'un objet relativement récemment. Elle avait été exposée par le directeur du musée des colonies, Harry Leblond, qui était un homme de lettres réunionnais, dans une exposition qu'il avait organisée donc dans ces années-là, l'art nègre sous toutes ses formes. Donc on voit que dans ce musée des colonies, il y a toujours eu une galerie d'art noir, un espace qui était consacré aux objets de collectionneurs, avec des prêts d'ailleurs, les grands marchands, Charles Raton, etc. avaient prêté. Donc on avait cette idée de place donnée aux arts nègres, avec une reconnaissance donc, qui est très précoce dans ce musée. Et c'est ce qui explique peut-être d'ailleurs qu'en 1960, à la décolonisation, André Malraux, le directeur des premiers ministres de la culture, hein, pour simplifier, directeur des affaires culturelles en France, a souhaité donc en faire un musée d'art, qui a été un des premiers musées d'art européens consacrés à l'Afrique et à l'Océanie. Mais on avait effectivement les prémices de cette orientation déjà sous Harry Leblond dans les années 30. Alors donc j'évoquais 1960, la décolonisation, l'interrogation effectivement que faire de ce musée des colonies qui était un musée de propagande, hein, où il y avait beaucoup de thématiques qui étaient déployées, et effectivement une petite place qui était faite aux objets extra-occidentaux à partir donc de 1960, 61, 62. Donc André Malraux donne une direction, ce sera un musée d'art. On parle vraiment là de créer une collection de référence avec des objets qui ont appartenu encore une fois à des grands collectionneurs qui sont passés entre des mains célèbres. Et on a par exemple l'achat de cette grande défense d'ivoire du royaume de Bénin, qui est acheté d'ailleurs auprès de Charles Raton en 1962, hein, par les premiers crédits d'acquisition de ce musée qui va être rattaché à l'ensemble des musées nationaux. Et donc il se place sous le ministère de la Culture, alors que le musée de l'Homme est toujours rattaché au Muséum d'histoire naturelle et au ministère de l'Éducation nationale. Et là donc on a une pièce importante qui est acquise sur le marché de l'art directement en galerie. C'est quelque chose d'assez nouveau puisque ça a été quasiment pas pratiqué par le musée de l'Homme. Et là, on a effectivement un rapprochement vers ce monde des ventes publiques, des galeries, des collectionneurs. Cette défense avait appartenu à la collection du sculpteur anglo-russe Jacob Epstein. Et puis ensuite, effectivement, Charles Raton qui l'a vendue. Et c'est une pièce évidemment très importante historiquement, puisqu'elle relève des arts de cour du royaume de Bénin, datée probablement du XVIIIe siècle. Elle relève de cet art donc d'une guilde des Igbe-Sanwang qui était au service de l'Oba de Bénin et qui travaillait l'ivoire avec donc ce monopole de l'Oba sur les défenses des éléphants. Elle a été publiée dans le livre d'ailleurs d'un des derniers visiteurs de Bénin, qui est publié en 1903, Great Benin, Henri Lingroth, qui est une très très bonne source où on va avoir effectivement également une iconographie. Jacob Epstein, lui, a acheté très très tôt à Paul Guillaume des objets africains. Il a été formé notamment à l'école des Beaux-Arts à Paris avant de s'installer à Londres. Il a également suivi les cours de l'Art Student League à New York. C'est un émigré russo-polonais donc, qui s'est ensuite installé à Londres mais qui a fait une très très importante collection d'art africain. Alors par ailleurs,
Une autre défense d'ivoire historiée avait été acquise également auprès de Charles Raton, qui visiblement est allé en Angleterre faire lui-même ses emplettes en vente publique dans les années 30, avait été acquise grâce au mécénat de la Société des Amis du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1932. Donc nous en avons deux dans les collections qui ont presque la même origine, effectivement, puisque c'est Charles Raton. On a une photo ancienne, hein, dans 1897 du sac de la ville de Bénin par les Britanniques, avec toute une litanie de ces défenses qui sont sur le sol les unes à côté des autres. On peut en compter plus d'une vingtaine, hein, qui ensuite ont été dispersées au gré de ventes publiques, donc à partir de 1897. Je parlais effectivement de Paul Guillaume. On a dans cette politique d'acquisition très volontariste, donc, qui est développée à partir des années 60 par le musée qui va devenir le musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, donc une recherche des pièces à pédigré, comme on dit. Alors ici, un masque du Guiers, donc Youré de Côte d'Ivoire, qui a appartenu à Paul Guillaume, qui a été acheté donc en 1965 au moment de la vente de la collection Paul Guillaume à Drouot. Donc on va avoir vraiment une présence régulière du musée dans ces événements. Il a été reproduit depuis fort longtemps, puisqu'on le voit publié en 1925 dans le livre d'Henri Clouzot et André Level, Sculpture africaine et océanienne, colonies françaises et belges, qui était le catalogue de l'exposition mythique qui a eu lieu au pavillon de Marsan, donc en 1923-24 à Paris, qui a été la première grande exposition d'objets qui pour beaucoup venaient d'ailleurs de collections privées à l'époque, hein, puisque celui-ci était encore dans la collection Paul Guillaume. Et il a également figuré donc, dans d'autres publications importantes. On a donc cherché à retracer donc, le parcours d'objets qui, encore une fois, avaient des publications anciennes qui étaient passées entre des mains célèbres. Ici, pareil, dans les années 60, 1966, une préemption. Donc là, on a deux manières d'intervenir en vente publique, soit directement en enchérissant, soit effectivement en prenant la place du dernier enchérisseur par la méthode de la préemption qui est réservée à l'État français. Donc c'est une façon de ne pas apparaître publiquement, mais effectivement de bénéficier d'une enchère et donc d'intervenir en vente publique. Donc on utilise beaucoup cette capacité de préempter. Et là, on a ce bijou d'applique de l'ancienne collection Roger Bédia, donc de Côte d'Ivoire, qui a été préempté en 1966. Roger Bédia était un marchand de bois précieux installé en Côte d'Ivoire qui a rassemblé une collection importante à partir des années 1920-1930. Une partie de sa collection, d'ailleurs, est toujours au musée d'Abidjan. Et on a donc ce bijou qui a fait d'ailleurs le logo du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie pendant de nombreuses années. Ce bijou d'applique en or fondu à cire perdue à Caen, donc avec le motif du double crocodile. Par ailleurs, on a également les grandes expositions qu'organisent les marchands, comme Hélène Camère à l'époque, qui a été à l'origine donc de la découverte de certaines formes d'art, ces avants de tambour Mbembe, donc qui viennent du Nigeria, du sud du Nigeria, de la région de la Cross River. Actuellement, cette pièce, qui est normalement au pavillon des sessions du Louvre, est au Metropolitan Museum à New York, dans une exposition qui est consacrée justement à ces images de Mbembe, donc du sud du Nigeria, donc une exposition organisée par Alissa Lagama. Mais cette pièce donc, avait fait la couverture du petit catalogue qu'avait édité Hélène Camère, donc à l'époque où elle a organisé cette exposition dans sa galerie en 1974, donc ancêtre Mbembe, et le musée national donc était allé également vers ce type d'événements, donc les expositions organisées par les galléristes. Elle a par ailleurs été publiée dans un livre important
celui d'Ekpo Eyo, donc l'ancien directeur des Antiquités nationales du Nigeria, qui a publié un livre de référence, 2000 Years of Nigerian Art, en 1977, donc elle figure dans cette publication. Alors ici, un achat également à Drouot d'une harpe Pounou qui a appartenu à la collection de Guillaume Apollinaire, où on a une photo de son studio de travail, donc avec cet objet qui figure, cette célèbre photo de son cabinet de travail. Elle est publiée par ailleurs dans le livre de Michel Léris et Jacqueline Delange en 1967, l'univers des formes, donc, qui a été consacré, cette série donc, de livres de référence là, consacrés aux arts d'Afrique noire. Alors, pour avancer un petit peu plus vite, sinon je sens que je vais déborder. Dans les années 90, là je termine vraiment cette histoire de la constitution des collections, une donation sous réserve d'usufruit, donc c'est-à-dire que le collectionneur, qui est en même temps un homme de terrain, un chercheur au CNRS, Jacques Mercier, donc, a constitué une collection assez unique de rouleaux talismaniques protecteurs, donc des rouleaux utilisés dans le cas de maladies pour soigner, donc manipulés par des spécialistes qui sont à la fois magiciens et très imprégnés de culture chrétienne. On a une iconographie qui est tout à fait chrétienne, avec effectivement l'ange armé d'une épée qui symbolise la lutte contre Satan, les démons avec la figure là au centre d'une gorgone avec ses yeux, le regard en coin, vous voyez, très largement ouvert, qui en fait en fait une image protectrice. Au final, c'est une image qui vient de l'Antiquité, la gorgone dont le regard pétrifie, mais là il s'agit justement de faire peur aux démons, de chasser les démons. Et tout en bas, les 9 prophètes, vous voyez, les 9 saints qui sont venus de Byzance et qui ont évangélisé l'Éthiopie au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est une des plus anciennes chrétientés du monde oriental et en l'occurrence la plus ancienne en Afrique. Donc on a cette très belle donation de rouleaux talismaniques et de dessins éthiopien, donc, qui est arrivé en 1995 dans les collections. Et puis également le legs du docteur Arter, donc une autre... Oups. Ah, il ne veut plus avancer. Ah non, alors là c'est Stéphane Chauvet encore. Là c'est une acquisition, et là j'en arrive effectivement aux grandes acquisitions du musée du Quai Branly depuis notre naissance, en tout cas institutionnelle, en 1998, même si nous n'avons ouvert qu'en 2007. Le musée s'est vraiment formé à partir de 1998. Il a acquis sur ses fonds propres, donc avec des crédits d'acquisition, et il est intervenu aussi beaucoup en vente publique, notamment à l'occasion de la vente de la collection Hubert Goldé, donc un des grands collectionneurs parisiens qui a disparu en 2000. Et en 2001, donc, on a la grande vente Goldé avec cette statue qui a appartenu à Maurice de Vlaminck. Donc on retrouve cet intérêt pour les objets qui ont une histoire longue. Hein. Stéphane Chauvet également, dans les années 1920, a été donc propriétaire de cette image de reine Annie, avec, on le voit, une petite étiquette sur le socle. On a gardé aussi également les soclages de l'époque. Alors le musée du Quai Branly a vraiment emboîté le pas à cette histoire donc de l'ouverture des acquisitions vers, encore une fois, le monde des ventes et des collectionneurs. Un autre mode d'enrichissement, c'est la dation, quelque chose d'assez spécifique qui permet de payer les droits de succession. Alors donc pour la vente Goldé, on a bénéficié également de la dation de plusieurs objets de la collection Goldé, dont ce couple d'Ibeji Yoruba qui sont très célèbres puisqu'ils ont appartenu à Louis Carré, donc encore une fois un des grands marchands d'entre-deux-guerres, Georges de Miré, très grand collectionneur de la première heure, Charles Raton bien sûr, et qui ont donc toute cette histoire encore une fois longue sur le marché de l'art parisien. Ils ont été exposés en 1923-1924, donc au pavillon de Marsan, j'ai mentionné tout à l'heure
cet événement. Et on arrive au bout. Avec l'ouverture du pavillon des sessions dans les années 2000 qui a drainé un certain nombre de pièces majeures. J'ai parlé tout à l'heure de la vente tambour Bembe. On a également les pièces de Bénin, la tête de la première moitié du XVIe siècle, la plaque qui avait appartenu à Louis Carré, celle de Georges-Henri Rivière, qui sont allées au pavillon des sessions du Louvre, et on était un peu démunis pour représenter de manière vraiment intéressante et importante donc cette histoire du royaume de Bénin. Donc nous avons procédé aussi à des acquisitions avec en 2002 donc cette acquisition d'une plaque attribuée au maître de la croix cerclée, donc de la première période, vraiment XVIe siècle, première moitié du XVIe siècle, qui est arrivé probablement par un des membres du corps expéditionnaire britannique de 1897, en tout cas qui était passé encore une fois entre des mains, donc avec une traçabilité qui est un des éléments évidemment qui motive les acquisitions du musée du Quai Branly. J'ai plus que 2 images à vous montrer. La fameuse grande statue, évidemment, Djenenke, datée du 9e, 10e siècle après Jésus-Christ. Alors c'est la plus ancienne statue en bois que nous ayons dans nos collections, presque 2 mètres de haut aussi, donc qui a été un trésor national, donc encore une autre formule, une capacité pour les musées d'enrichir avec des fonds qui sont des fonds qui ne sont pas propres, mais parfois soutenus par des mécénats. Là, en l'occurrence, on a eu un mécénat très important d'AXA pour l'acquisition de cette pièce qui excédait complètement les crédits d'acquisition annuels. Et pour finir, c'était l'image que j'avais mis en accroche. Je vais quand même un tout petit peu vous en parler. J'en ai encore une image à vous montrer. Cette statue Dogon qui a été achetée en fait de gré à gré à l'issue d'une vente Christie's avec le soutien de notre société des amis, celle du musée du Quai Branly. Donc on voit que ces sociétés d'amis sont extrêmement utiles dans le domaine des acquisitions, peuvent vraiment donner donc des moyens intéressants pour l'enrichissement des musées. Avec donc cette statue qui est entre le style Dogon et Bamana, le style de la plaine du Sénot, donc et qui se rapproche aussi de la statue Hermosi. On a vu la statue d'Helena Rubinstein tout à l'heure, et qui a un beau pédigré puisqu'elle a appartenu à Charles Raton avant 1930, Sidney Burney à Londres en 1931, et puis le directeur, l'ancien directeur de l'université d'Oxford, Michael Sadler, qui était un amateur d'art contemporain, de sculpture, et qui a eu quelques pièces importantes d'art africain avant 1935. Elle est allée d'ailleurs à New York au MoMA en 1935 pour la fameuse exposition African Negro Art. Et puis elle a aussi figuré dans le célèbre film de Chris Marker en 1950, Les statues meurent aussi. Donc c'est vraiment un objet dont on suit encore une fois le parcours tout au long du XXe siècle. Et je vais terminer avec une de nos dernières acquisitions. Normalement j'avais encore une image, mais bon, je pense. Elle a peut-être été... non, la voilà, donc une de nos dernières acquisitions 2014, là, qui a vraiment suivi un autre type de cheminement, puisque là, c'est une galerie qui l'avait montré à Paris il y a une vingtaine d'années, qui avait trouvé cet objet à Londres. Et c'est une marionnette tive en cuir, donc qui vient plutôt de la région de la Benue, du centre du Nigeria, mais là on a vraiment un objet qui montre ses connexions avec le nord, avec les populations qui travaillent le cuir, les Haoussa notamment, avec un objet très mystérieux. On a peu de documentation. Charles Abrahams a été le seul dans les années 30 à photographier ces objets in situ, et il a fait toute une étude ethnographique des populations de cette région. Donc on a cette source, mais depuis on les compte vraiment sur les doigts de la main, ces images étonnantes. Celle-ci a été présentée dans une exposition qui est allée à Québec sur l'art du Nigeria dans les collections privées françaises.
et aujourd'hui eh bien, elle est au musée du Quai Branly. Voilà, donc j'ai un peu débordé, je pense, le temps qui m'était alloué. Vous m'excuserez d'être si bavarde quand il s'agit de parler des collections dont j'ai la charge, et encore là, j'ai vraiment fait une sélection. Donc si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Oui. Vous avez présenté donc la constitution des collections d'un point de vue qui est assez français, national. Est-ce qu'il y a un quota relatif de la constitution de musées sur l'Afrique par rapport notamment au Royaume-Uni ou même ici à la Belgique? Est-ce qu'il y a un décalage de la volonté de mettre en valeur l'art africain par rapport aux autres empires coloniaux? Je pense que, comme je l'ai un peu évoqué à travers cette histoire, on a été plutôt en avance sur certains aspects, notamment la reconnaissance des arts dits nègres, alors avec les artistes, avec les grands marchands, Paris comme effectivement un des grands centres de ce commerce et de cette cristallisation, et le goût pour, encore une fois, les arts extra-occidentaux, cette typologie, ces appellations génériques, hein, l'art nègre, et la présence, encore une fois, de ces galeries d'exposition dites artistiques très tôt dans les musées, avec une fusion à un moment donné pour aboutir au musée du Quai Branly, qui est lui aussi un monument de la reconnaissance des arts africains, l'ouverture du pavillon des sessions. Donc je pense que c'est une histoire effectivement qui est spécifiquement française, qui n'a pas d'équivalent au Royaume-Uni, qui n'a pas forcément d'équivalent en Belgique. On est sur des rythmes et des histoires différentes, et sur des perceptions aussi peut-être différentes. Donc là, je l'ai rappelé, c'est effectivement une histoire qui est tout à fait spécifique.